L'Europe entre Restauration et Révolution 1814-1848. La problématique de cette leçon sera comment la restauration de l'ordre monarchique européen se révèle-t-elle très fragile. D'abord, dans un premier point, nous pouvons voir la restauration monarchique en Europe 1814-1830. Petit 1, le Congrès de Vienne 1814-1815. Après les défaites et l'abdication de Napoléon en juin 1815, les 4 puissances victorieuses de l'Empire se retrouvent au Congrès de Vienne qui se déroule d'octobre 1814 à juin 1815. Ces 4 puissances sont l'Angleterre, la Russie, la Prusse et l'Autriche, représentées par le chancelier autrichien Metternich. Cette série de réunions est surtout marquée par la présence de ce chancelier autrichien Clemens von Metternich. Il souhaite mettre en place un nouvel ordre européen basé sur l'équilibre des puissances. L'objectif de ce congrès est de décider des frontières européennes après la chute de l'Empire napoléonien. Les 4 grandes puissances veulent ainsi restaurer l'équilibre entre les États. Sur le plan de la politique intérieure des États, le Congrès veut effacer les traces de la Révolution. C'est donc le principe de la réaction et de la restauration qui domine. Le principe dynastique est imposé au détriment du droit des peuples à décider de leurs représentants politiques. La signature de l'acte final du Congrès en juin 1815 est suivie de la signature du traité de la Sainte-Alliance en octobre 1815. Ce texte, aux déclarations floues, prévoit l'intervention conjointe de la Prusse, de l'Autriche et de la Russie en cas de tentative de révolution dans l'un des pays. Petit 2, la restauration monarchique en France. En 1814, la France revient à une monarchie constitutionnelle après l'Empire napoléonien. Cette période est appelée la Restauration. Pourtant, même si ce terme est utilisé par les historiens, il ne reflète pas tout à fait la réalité historique qu'il entend décrire. En effet, il n'y a pas de véritable retour en arrière vers la monarchie absolue. Lors du rétablissement de la monarchie en France, Louis XVIII, qui est le frère de Louis XVI, est obligé de promulguer la charte le 4 juin 1814. Ce texte, en tempérant les pouvoirs du roi, fonde la monarchie constitutionnelle. La charte s'appuie à la fois sur les acquis de 1789 et sur le code civil de 1804. Les pouvoirs sont séparés, le pouvoir exécutif revient au roi et le pouvoir législatif aux assemblées. À la mort de Louis XVIII en 1824, son successeur, Charles X, doit lui aussi accepter la charte. Petit 3, les mouvements libéraux et nationaux s'opposent au Congrès de Vienne. À l'échelle européenne, le retour à l'ordre ancien voulu par le Congrès de Vienne et qu'on vient d'aborder se heurte rapidement à des aspirations libérales et nationales. Les peuples réclament à la fois plus de liberté, ce sont les mouvements libéraux, mais aussi que les différentes nations européennes soient reconnues, ce sont les mouvements nationaux. Cette reconnaissance passant souvent par l'obtention d'un territoire ou par la libération d'un territoire considéré comme étant envahi. C'est le cas de l'Italie, dominée par l'Autriche, ou de la Grèce, dominée par l'Empire ottoman. Dans un premier temps, ces aspirations nationales sont portées par des associations ou des sociétés secrètes qui rejettent les monarchies absolues. C'est le cas en Allemagne ou en Italie. Dans ce dernier pays, les sociétés secrètes, que l'on appelle les Carbonari, organisent des soulèvements nationaux, mais qui sont durement réprimés à ce moment-là. Dans d'autres pays, les soulèvements nationaux réussissent. Ainsi, dans l'Empire ottoman, les Grecs proclament leur indépendance dès 1821. C'est ainsi que débute la guerre d'indépendance grecque contre l'autorité de l'Empire ottoman, dont la Grèce est une province à cette époque. Dès le début, les Grecs sont soutenus par les États européens et par les intellectuels, comme le montrent les peintures, par exemple, du courant romantique. Dans ce contexte, les habitants de l'île de Chios, une île de la mer Égée, se révoltent en mars 1822. Sentant le danger d'une propagation de la révolte, l'Empire ottoman envoie 45 000 soldats sur l'île qui organisent une répression féroce. Le bilan est terrible, on compte 25 000 morts tandis que 45 000 Grecs sont réduits en esclavage. Du fait de l'intervention de la France, de l'Angleterre et de la Russie favorable à la Grèce, les Turcs sont contraints d'accepter l'indépendance grecque en 1829. Grand 2, l'éveil des mouvements des nationalités, 1830-1848.
Petit 1, la Révolution de 1830 et ses suites. En France, Charles X, dont on a déjà parlé, mène à partir de 1825 une politique de réaction pour revenir à l'ordre ancien, sous-entendu pour revenir à la monarchie absolue. Ainsi le roi surveille la presse, multiplie les arrestations d'opposants et s'appuie pour gouverner sur les ultras, un courant favorable au retour à l'ancien régime monarchique. Pourtant, à Paris, la publication par Charles X de plusieurs décrets qui limitent encore un peu plus la liberté de la presse provoque un soulèvement d'une partie du peuple parisien les 27, 28 et 29 juillet 1830. C'est ce que l'on appelle les Trois Glorieuses. Portée par un contexte économique difficile, la contestation s'est peu à peu amplifiée au cours de ces 3 jours. Les combats de rue sont sanglants, Charles X est alors obligé d'abdiquer, les libéraux proposent alors la couronne au duc d'Orléans, qui devient en août 1830 roi de France sous le nom de Louis-Philippe Ier. Ce régime prend le nom de monarchie de Juillet. Petit 2, une agitation constante en Europe. À partir de l'année 1830, on peut parler d'un véritable éveil des nationalités, car le mouvement révolutionnaire parisien se propage à d'autres pays. Ainsi, la Belgique obtient son indépendance des Pays-Bas en 1830. En revanche, en Pologne, une insurrection éclate contre la domination russe, mais la révolution polonaise est écrasée par l'armée russe en septembre 1831. L'échec global des révolutions nationales en 1830 favorise une réflexion des élites européennes sur de nouveaux moyens de parvenir aux unités nationales. Par exemple, un Italien nommé Giuseppe Mazzini tente de fédérer l'ensemble des partisans de l'unité italienne contre l'Autriche dans un mouvement appelé Jeune Italie. Ce mouvement, créé en 1831, souhaite un soulèvement général pour mener à bien le Risorgimento, c'est-à-dire le mouvement d'unification de l'Italie. Petit 3, le printemps des peuples en 1848. Voyons tout d'abord que le mouvement débute une nouvelle fois à Paris. En effet, sous la monarchie de Juillet, le roi Louis-Philippe perd peu à peu la confiance du peuple. Pour lutter contre ses opposants, une loi interdit en 1834 les libertés publiques. Les opposants politiques contournent cette loi en organisant des banquets lors desquels ils traitent de politique. Le roi réagit et finit par interdire les banquets. Le peuple parisien réagit lui-même immédiatement en dressant des barricades. Ces manifestations aboutissent à l'abdication de Louis-Philippe le 24 février 1848. Dans la foulée, la Seconde République française est proclamée. Peu à peu, le mouvement devient européen. À partir de février 1848, des insurrections éclatent presque simultanément partout en Europe sur des revendications à la fois libérales, c'est-à-dire obtenir plus de liberté notamment politique, et nationales, c'est-à-dire la reconnaissance des nationalités et l'obtention d'un État-nation. Ainsi, en Italie, les Autrichiens sont chassés de l'Italie du Nord et des constitutions et des réformes sont imposées aux souverains absolus. Le roi de Piémont-Sardaigne prend alors la tête du mouvement d'unification italienne. En Allemagne, les libéraux obtiennent le suffrage universel, ainsi que l'élection d'un parlement. Pourtant, dès juin 1848, ces révolutions sont des échecs, autant en Autriche, en Allemagne qu'en Italie. Les souverains mènent une politique de répression impitoyable et reviennent à des gouvernements autoritaires. Mais que ce soit en Autriche, en Italie ou dans d'autres États, les privilèges qui avaient été abolis ne sont pas rétablis. Par ailleurs, dans le royaume de Piémont-Sardaigne, la constitution libérale de 1848 est maintenue. C'est dire si ce printemps des peuples va préparer les nouveaux mouvements nationaux et libéraux de la deuxième moitié du XIXe siècle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.